Quoi qu'il en soit, en fait, les personnes avec troubles du neurodéveloppement doivent être en bonne santé, comme tout un chacun. Donc Eric Hérissé, qui est le médecin. Ça marche ça? Ça marche pas? Eric Hérissé, je suis un des médecins d'Handisanté, parmi d'autres. Donc, Handisanté, j'imagine que vous connaissez tous. C'est aussi grâce à l'ADAPEI que Handisanté a pu se créer. Je travaille aussi pour l'ADAPEI en tant que médecin coordinateur de masse. Brièvement, qu'est-ce que c'est Handisanté? Au vu du colloque, on peut dire que c'est une réponse à un besoin dimensionnel somatique dans une approche multicatégorielle des troubles du neurodéveloppement. Donc, c'est une approche unidimensionnelle puisqu'on ne s'occupe que de la partie somatique. On va surtout avoir un accent sur la prévention. Je vous détaillerai ça sur la diapositive d'après. On a beaucoup travaillé l'adaptation environnementale, puisque en fait la catégorisation du TND, c'est pas notre problème et notre approche principale, puisque nous c'est d'essayer de rendre possible des examens qui étaient habituellement difficiles ou impossibles à réaliser en dehors d'une structure adaptée. Bien sûr, on a beaucoup travaillé la collaboration avec les familles. On insiste beaucoup sur ce point pour que les familles accompagnent les enfants qui nous amènent. Et on les fait participer à tous les examens, dans la mesure des possibilités techniques, bien évidemment, pour qu'il y ait une transparence maximale. Et bien entendu, on fait aussi participer les soignants des structures médico-sociales qui accompagnent les personnes dont ils ont la charge, dont elles s'occupent. Donc, juste vous dire qu'en fait l'origine c'est qu'au Centre Expertise Autisme Adulte, on avait dès 2010 pris en charge des situations complexes sur tout le territoire, puisqu'on fonctionnait à peu près avec une quarantaine de départements. Et donc on a eu assez rapidement une cohorte importante. Et à partir de là, en fait, quand on montait les dossiers, on demandait toujours si le problème somatique avait été réglé, si les gens étaient en bonne santé. En fait, on s'apercevait qu'on nous répondait majoritairement oui, et quand on arrivait, en fait, quand les personnes arrivaient chez nous, on était bien naturellement obligé de faire un examen somatique, puisqu'on était milieu hospitalier, donc on faisait un examen somatique à l'entrée, bon, et puis après un examen somatique plus complet le lendemain. Et en fait, on s'apercevait qu'il y avait majoritairement, c'est-à-dire presque dans tous les cas, en fait, des troubles somatiques à hauteur de 2, 3. Alors, c'était pas vraiment des troubles qui remettaient en cause le pronostic vital, mais c'était des troubles qui pouvaient donner de la douleur ou donner de l'inconfort aux personnes. Les personnes qui venaient chez nous, c'était des personnes qui avaient des troubles du comportement. Le fait de résoudre ces problèmes somatiques n'était peut-être pas, ne résolvait pas nécessairement tous les problèmes, mais en tous les cas, quand on a mal quelque part, ou quand on est en inconfort, ou quand on a même une lésion qui n'a pas été repérée sans signe fonctionnel, il vaut mieux la traiter, quoi qu'il en soit. Je te laisse. Je poursuis sur les moyens humains. Donc, sur du plein temps, on a 2 infirmières, un AMP, une secrétaire, un médecin. Sur des temps partiels, on a 2 dentistes, une sage-femme, ce qui constitue un panel assez important. On peut également bénéficier du soutien du CEA en cas de besoin, ainsi que du réseau de réhabilitation psychosociale. Alors, l'intérêt du plateau technique dont bénéficie Handisanté, c'est celui de l'hôpital de Niort. Donc, on a toutes les ressources techniques possibles qui sont dispensées à l'hôpital de Niort. Ça inclut évidemment des examens compliqués, notamment les IRM et bientôt les scintigraphies, j'espère. On participe également aux interventions chirurgicales par l'accompagnement au bloc opératoire. On organise des consultations complexes qui sont de plus en plus complexes
dans le sens où on a réussi à créer et favoriser notre propre habituation aux examens, et on est de plus en plus facile, si j'ose dire, pour la réalisation des actes techniques qui sont de plus en plus longs, et ce qui finit par nous poser des problèmes en termes de temps, parce qu'on est sur 2 ans et demi où on a travaillé, on est capable de réaliser beaucoup plus de choses qu'on faisait au début d'Handisanté. Dans le cadre d'Handisanté également, on a développé un programme de formation pour les soignants de structures médico-sociales, une formation sur les soins somatiques spécifiques pour le handicap sévère. Oui, parce qu'il nous semblait qu'il y avait vraiment, c'était un autre paradigme. C'est-à-dire qu'en fait, on avait l'impression que des personnels qui viendraient aujourd'hui d'une autre prestation, je dirais d'une prestation plus commune, auraient quelques difficultés immédiatement en fait à se conformer en fait aux pratiques qu'on utilise. Il y a vraiment d'autres façons de penser les choses, il y a d'autres algorithmes de réflexion, etc. Et c'est ces aspects-là qui nous semblaient intéressants une fois qu'on les avait repérés, de promouvoir au niveau des acteurs du champ médico-social et aussi des fois du champ sanitaire. Donc un petit focus sur la prévention, puisque c'est le cadre d'action d'Handisanté. Alors, sous 2 aspects plutôt. Le repérage de la vulnérabilité dans le handicap sévère, c'est-à-dire des personnes qui ont des difficultés d'expression des douleurs ou des inconforts, plutôt, parce que parler de douleur c'est un petit peu compliqué, mais au moins d'inconfort, et chez qui justement des examens compliqués ne sont pas réalisables. Le deuxième aspect important de la prévention, c'est la répétition des examens. Donc à Handisanté, on rappelle systématiquement toutes les personnes qui sont venues une fois, par exemple pour une consultation dentaire, on les rappelle tous les ans, de façon à ce qu'ils puissent avoir un suivi. L'idée de la prévention, c'est d'arriver avant la bataille, avant la guerre, c'est-à-dire qu'on préfère voir des personnes qui vont bien à Handisanté que des personnes qui vont mal. Oui, parce que le risque, en fait, c'est qu'on voit la personne juste avant qu'elle développe quelque chose. Vous voyez le truc. Donc en réalité, ça doit être un processus et ça ne doit pas être une action one-shot. Alors c'est vraiment là que va se jouer les choses. D'autant plus quand les gens sont déficitaires et sont dyscommunicants. Et donc on pourrait estimer que s'ils ont un point d'appel, on est content. Ou alors s'ils manifestent des troubles du comportement, on est content, puisqu'on va pouvoir avoir envie à ce moment-là de développer un bilan somatique, etc. Donc concrètement, on fait des actes techniques réguliers, cliniques, biologiques, radiologiques, électrocardiogramme. Vous savez que médico-légalement, il faut un électrocardiogramme pour les gens qui prennent des traitements psychotropes au long cours. Des électroencéphalogrammes. Alors des électroencéphalogrammes, ça peut vous paraître surprenant, mais malheureusement, on arrive à dépister quelques épilepsies qui n'avaient pas été repérées dans les structures médico-sociales avant. D'ailleurs, c'est un petit peu le problème, on ne sait pas exactement pourquoi ça n'a pas été repéré. Enfin bon, on est en train d'y travailler. On fait également des bilans sensoriels. Alors je précise les bilans sensoriels ORL et ophtalmologiques, hein, c'est-à-dire pour savoir si les personnes entendent ou voient bien. On est en train de développer une convention avec le CAMS pour les enfants pour le diagnostic du CRA, le diagnostic d'autisme dans le cadre du CRA. On fait des bilans dentaires et gynécologiques pour les femmes. Ce qui peut paraître assez intéressant parce que peu de femmes effectivement ont bénéficié de bilans gynécologiques tout au long de leur vie. Donc on fait, comme je vous le disais tout à l'heure, des consultations régulières, reprogrammées en fonction de ce que les spécialistes dentaires, ophtalmo, gynéco nous ont demandé de reprogrammer. On rappelle les structures pour les dates anniversaires de ces examens. On fait également des consultations spécialisées uniques sur demande, c'est-à-dire que si on a besoin que d'une consultation dentaire, on fait une consultation dentaire. Si on a besoin d'une consultation ophtalmo, on fait que l'ophtalmo. Si tout le reste est réalisable ailleurs qu'à Handisanté, on leur demande de le faire ailleurs, évidemment, parce que on est en train d'encombrer un petit peu le service, qui est quand même pas très grand.
Ouais, parce qu'en fait, quand il y a dispositif de droit commun, c'est à ce dispositif qu'on va pouvoir s'adresser, sauf s'il y a discompliance et discommunication qui nécessiterait autre chose. On est un système alternatif. Donc Handisanté est ouvert à toute personne avec handicap ne pouvant bénéficier de soins à l'extérieur. Donc des locaux avec, vous voyez, la magie du grand angle. Vous avez l'impression que ça fait 1000 mètres carrés, mais non. Donc voilà, mais enfin c'est très très joli, c'est très sympa, vous voyez. On a un espace sécurisé parce que des fois, il y a 3 consultations, il y a 3 prestations sur une journée, sur des personnes qui peuvent avoir des gros troubles du comportement. On est très content d'avoir cet espace, en sachant qu'en règle générale, il y a des accompagnants, donc c'est assez simple, on laisse la porte ouverte et ça se passe très bien. Voilà, encore, là, ça c'est pour vous faire un peu baver, mais bon, je sais pas. Le cabinet dentaire, là, ça ouais, tout ça c'est joli. Hein. Mais en fait, le plus important, c'est ça. Merde, pardon. C'est l'ambiance, en fait. C'est-à-dire qu'en réalité, on peut avoir des très très beaux locaux, etc., mais en fait, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est la gratification des personnes. La gratification des personnes, elle s'établit à partir du moment où on est dans des processus qui sont stabilisés, avec des personnes qui sont des soignants qui sont eux-mêmes stabilisés dans les actions, qui connaissent bien les choses, et puis on a l'impression aussi de rendre un service, d'aider un système. Et puis, oui, l'ambiance, en fait, c'est ce qui va être décisif, parce qu'on traite, en fait, des moments de tension. C'est assez incroyable, mais c'est vrai. Les gens qui font des prestations... Eric, auquel je rends hommage notamment, bon, il a une pratique antérieure de médecine libérale avec un nombre de consultations important par jour. C'est déjà fatigant. Et là, au bout de quelques consultations, 5, 6, enfin quelques personnes, parce qu'on accueille au maximum 6, 7, peut-être 8. 8, 9, 10. Ouais. Mais en fait, l'équipe est épuisée, vraiment épuisée. Aussi bien le médecin que l'infirmier, parce que ce sont des gens qui résistent en fait à la demande de soins. En même temps, il y a des accompagnants. En même temps, c'est des pathologies très diverses. C'est des enfants, c'est des ados, c'est des adultes, plus ou moins compliants, avec vraiment, c'est très généraliste en même temps comme problématiques qui sont posées, dans des lieux toujours différents, puisqu'on accompagne les gens dans les milieux médico-chirurgicaux obstétriques de l'hôpital, donc avec des interfaces tout le temps différentes. Et les personnes finissent le soir, et le lendemain, elles rejouent le match avec d'autres personnes. Et c'est constamment comme ça. Et quand on accumule, en fait, on s'aperçoit. Et moi, j'ai travaillé avec 7-8 médecins généralistes, avec plusieurs infirmières, avec des AMP, et ils disent tous la même chose. Il y a une tension. Donc ça veut dire que si l'ambiance, et l'ambiance c'est l'expérience, c'est l'envie aussi, voilà, il y a quelque chose qui se joue au niveau du management institutionnel. Si ça n'existe pas, eh bien, ça ne peut pas durer. Et si ça ne dure pas, ça remet en cause le service. Bon. Oui, quelques petits chiffres. Donc, on a ouvert en 2017. Vous voyez la progression des accueils, surtout en fonction de l'âge. Vous voyez, en 2017, on avait reçu 5 enfants. On est à 15 au mois de mai 2019. 15 enfants de très petite enfance. Nous, ça nous pose toujours des questions. Très petite enfance, ça veut dire qu'ils ont 2 ans. Les difficultés de prise en charge dans le service de pédiatrie. On peut aussi remarquer qu'il y a un pic au niveau des personnes vieillissantes. On est passé de 5 à 36 au mois de mai 2019, ce qui est une augmentation très importante. Je pense qu'on est toujours en cours de discussion avec l'ADAPEI pour justement essayer de conventionner sur l'accueil des personnes vieillissantes. Sur le plan géographique, donc c'est 90% des personnes viennent des Deux-Sèvres, avec un éparpillement, vous voyez, de 10% sur le reste, et des gens qui viennent même de très loin. On a pensé que c'était faute de place au CEA, en fait,
Et en pis-aller, un accueil en handisanté permettait de faire au moins un bilan somatique et parfois même de régler des situations qui ne nécessitaient pas forcément une venue au CEA après bilan somatique. Alors nous, en fait, on a un dispositif complémentaire parce que s'il y a vraiment beaucoup de difficultés, on fait hébergement au CEA. Donc on a CEA plus handisanté qui fonctionne en tuilage, en graduation en fonction de la difficulté des troubles. Le nombre de consultations, donc, vous voyez qu'en 2017, on a accueilli, on avait fait 355 accueils, ça ne veut pas dire 357 personnes, mais en 2019, on était à plus du double, ce qui laisse entendre des perspectives difficiles pour 2020. Vous voyez 627 consultations spécialisées en 2017, 1815 en 2019, plus 43 accueils au bloc opératoire. Pour une petite équipe, ça commence à être assez important. Si on suit l'évolution, j'ai peur qu'en 2020, on ait quelques difficultés pour poursuivre nos activités. Alors, voilà ce qu'on a trouvé un jour dans l'oreille d'un patient, l'oreille d'un résident. Et évidemment, voilà, ce qu'on aimerait, c'est ça, quoi. Que ça disparaisse, ce genre de choses, parce que c'est impensable, un bouchon de cérumen de cette taille, etc., qui a nécessité une extraction en ORL. Oui, on est. Voilà, donc on a été très très vite. Vous remarquez que la dernière diapositive du colloque, c'est un bouchon de cérumen. Je crois que c'est un message fort qu'on vous envoie. Si vous avez des questions, nous on est dispo. Des questions ? Oui. Et merci beaucoup pour cette présentation qui était sans doute à ne pas rater. Moi, il y avait juste une question que je voulais, enfin juste une question, j'en ai plusieurs, mais peut-être une question un peu prioritaire pour moi, c'est des enfants qui ont 2 ans, 3 ans, mais qu'est-ce qui se passe avec nos collègues pédiatres? Enfin, ils ont de telles difficultés comportementales, ils ne sont pas suffisamment propres sur eux. Qu'est-ce qui se passe pour qu'ils doivent venir au CEA et qu'ils ne puissent pas être... Non, je suis un peu provoque, mais enfin, écoutez, est-ce que vos chiffres sont parlants? J'ai peur que si tu es provoque, il va l'être encore un peu plus. J'ai un peu peur de sa réponse. Alors, en fait, je pense que le travail qu'on a fait en e-santé avec les services de spécialité nous a ouvert les portes des services de spécialité. On a droit à une consultation ophtalmo par jour, une consultation ORL par jour, tous les jours. Alors ça peut vous paraître pas énorme, mais quand vous voulez prendre un rendez-vous chez un ophtalmo, il vous faut 6 mois, 1 an. Nous, on l'a le jour même. Je pense que le service de pédiatrie, quand il veut organiser un hôpital de jour, il rencontre les mêmes difficultés qu'on rencontrait au début. Ils n'ont pas d'accès à l'ORL. Quand leur enfant vient, ils n'ont pas préparé le terrain chez les ophtalmos. Ils n'ont pas conventionné avec les ophtalmos ou les ORL pour pouvoir avoir accès aux services en fonction de leurs besoins. Nous, on l'a fait. Donc pour eux, le seul moyen d'avoir une consultation ORL, c'est de passer par nous. C'est pour ça que ophtalmo et ainsi de suite. Et tous les services sont à peu près comme ça. Mais c'est une espèce d'organisation que nous, on a réussi à créer du fait de la nécessité de programmer des hospitalisations de jour qui sont extrêmement complexes, puisque vous avez vu qu'on peut faire ça sur tous les examens que j'ai proposés, on peut les faire sur une journée. Donc ça nécessite une coordination des moyens de l'hôpital absolument impeccable, parce que si on a rendez-vous pour faire un EEG à 10h, ça veut dire qu'à 10h30, il faut aller chez l'ORL, à 11h, il faut aller chez l'ophtalmo. Et ça, c'est très difficile. Sans collaboration avec les services, ce n'est pas réalisable. Sachant que quand Handisanté vient dans les services, ils savent que l'examen va durer un petit peu plus longtemps et qu'on va passer peut-être de façon un peu plus prioritaire que les autres. Et les services de pédiatrie se servent de ça. En fait, ils n'ont pas forcément autant de personnes, même si on n'est pas très nombreux, ils n'ont pas forcément autant de personnel dévolu à un hôpital de jour. Donc c'est pour ça qu'ils se servent. Bien évidemment, on ne va pas dire que les pédiatres ne sont pas capables de s'occuper d'un enfant de 2 ans. Ça n'a pas de sens. Mais ils sont confrontés à d'autres problèmes techniques qui fait que... Je voulais savoir si vous utilisiez, alors
Dominique, tu en parles depuis très longtemps, des protocoles d'accès aux soins somatiques. Alors je pense bien sûr à la mélatonine dans l'EEG, je pense au processus d'habituation dans les soins bucco-dentaires, je pense aussi homéopathe, des choses comme ça. Est-ce que vous avez des protocoles un petit peu d'accès aux soins somatiques, notamment chez les dyscommunicants? Je peux parler au moins de l'histoire. Oui, oui. Donc, il était une fois des procédures de familiarisation qui n'aboutissaient pas. C'est pour ça qu'en fait, il y avait le CEA à un moment donné qui devait utiliser d'autres techniques, souvent les habituations aux soins qui sont licites, qui sont utiles, etc., mais pas toujours utiles pour tout le monde, mais qui sont utiles en fait à un moment donné. Ça durait 3 mois, il fallait bien qu'il y ait un soin, etc. Il faut qu'il y ait il y a une inertie par rapport à ça. Et nous, on s'est rendu compte qu'avec un accueil le lundi après-midi et un soin somatique, enfin un bilan somatique le mardi, on était, ça c'était en 2010 avec d'autres collègues qu'Éric, on était à 95% de ce qu'on voulait faire. Alors qu'est-ce qu'on a utilisé pour ce faire? On a tâtonné, on a fait de la recherche-action. Mon collègue de l'époque, en fait, il avait connaissance du mélange oxygène-protoxyde d'azote, le méopa, qui n'était pas utilisé en cas de déficience intellectuelle, qui était utilisé en pédiatrie, qui était utilisé, mais c'était des niches, surtout avec des personnes dans des coins, il y avait peut-être cet usage-là. Donc nous, ça a été extraordinaire au niveau des représentations, parce que le fait d'avoir un outil supplémentaire, un levier supplémentaire, ça nous a permis de penser qu'on allait pouvoir réussir, là où les autres n'arrivaient pas. Mais les autres, ils n'arrivaient pas avec des prémédications. Donc, nous, on avait un truc en plus, c'était le méopa, gaz liquide, etc. Bon, ok. Et puis, au fur et à mesure, on s'est aperçu que le mélange oxygène-protoxyde d'azote, c'était pas la panacée, mais qu'il se jouait autre chose. C'était sans doute la conviction des équipes face à des situations très complexes, etc. Alors avec le méopa, on a ajouté des médicaments, des prémés, parce que des fois le méopa ne marchait pas. Mais ce qui était intéressant, c'était de penser que pendant des années, je vois Vanessa là, qui a participé, pendant des années, on a appelé la consultation somatique méopa. C'est-à-dire on faisait un méopa, même quand on n'utilisait pas le méopa. Vous voyez, c'est le sésame, ouvre-toi. C'est vraiment la représentation, c'est-à-dire l'idée qu'on se fait des choses qui est souvent plus importante, qu'on peut agir plus facilement sur les représentations que sur les faits. Et puis au fur et à mesure, eh bien, j'ai des collègues qui sont arrivés, qui ont apporté d'autres techniques, qui ont eu d'autres envies, et notamment Éric, et là je te laisse un peu la parole sur ce qui se fait maintenant. On réalise de la sédation vigile à l'aide du midazolam. Donc c'est très protocolisé. Ça a été objet de nombreuses réunions avec l'équipe du Comédims de l'hôpital, de façon à nous permettre l'utilisation dans ces fameux protocoles sécurisés, qui fait que grâce à ce médicament, couplé souvent au méopa d'ailleurs, on arrive à faire des choses qu'on n'arrivait pas à faire. Je pense notamment à la réalisation d'IRM, de soins dentaires, qui nous permettent de nous passer de l'anesthésie générale, qui est quelque chose de beaucoup plus lourd, parce que de toute façon, il faut passer par l'anesthésiste dans des lieux dédiés et dans des conditions très spéciales qui nécessitent une hospitalisation minimum d'une journée. Là, on peut quasiment dire que le patient, avec une sédation vigile, il est au maximum 3 heures présent dans l'hôpital, à Handisanté. Alors c'est une utilisation qui est encadrée par le Comédims, etc. Qui est très encadrée, oui, bien sûr. Et puis il faut vous dire aussi que notre service Handisanté est au cœur de l'hôpital. C'est-à-dire qu'on est vraiment à très grande proximité de tous les services d'urgence, de chirurgie, médecine, etc. Vraiment, on ne peut pas être mieux placé en définitive. Voilà. D'autres questions, non? Je crois que le fait que l'équipe soit maintenant habituée à faire beaucoup de soins, c'est aussi facilitant pour arriver à les faire sans prémédication et sans méopa. Le fait que les soignants d'Handisanté soient beaucoup plus à l'aise permet effectivement d'apaiser le niveau anxiogène de l'hospitalisation.
sans parler de l'aménagement environnemental bien sûr, on s'aperçoit qu'on diminue les doses finalement et les quantités de prémédication qu'on peut donner et de sédation vigile. L'idée de la sédation vigile, c'est vraiment très facilitant dans le sens où tout le monde est très calme, les patients sont calmes, il n'y a pas d'agitation, le personnel est calme. Et parce qu'on en donne au personnel aussi. Et ça nous permet de réaliser des soins beaucoup plus facilement, ce qui fait que ça apaise beaucoup de choses.